Bonjour à tous et à toutes, je vais faire ce que je peux parce que j'ai la voix complètement cassée. Je vais vous présenter toutes les réflexions que j'ai eues au cours de mon stage de fin d'études dans le cadre du RMT Agriculture urbaine sur le droit et l'agriculture urbaine parce que le droit aujourd'hui est différencié en différents codes. Il y a le code rural qui définit l'activité agricole, il y a le code de l'urbanisme qui définit tout ce qui est les raisons sur où est-ce qu'on urbanise les sols. Et s'ajoute à cela le code de l'environnement. Et donc, on se retrouve avec trois corpus de textes qu'il faut articuler. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent puisque l'agriculture urbaine se retrouve à cheval sur ces trois définitions. Et bon. Pour remettre un petit peu en contexte, il y a une distinction qu'on fait au sein de la FOP des différents projets d'agriculture urbaine en fonction des types d'activités, en fonction de la quantité de production par rapport à la quantité d'animation, si on peut dire ça comme ça. On retrouve les jardins, potagers et collectifs qui, eux, ont une animation plus importante et avec une production un peu plus faible. Les fermes urbaines qu'on appelle dites participatives, qui, elles, diversifient leurs activités, qui font à la fois de l'animation, à la fois de la production, et la répartition entre ces activités varie selon les projets. Et les fermes urbaines spécialisées qui, elles, ont plus de 50% de leur activité qui est productive. Ces trois types de projets sont très importants puisque c'est grâce à cette distinction que j'ai pu aller rencontrer les porteurs de projets pour les questionner sur leurs freins juridiques et toutes les questions qui se posaient tous les jours dans le cadre de leur exploitation. Dans la finalité 3, là, ce qui était très important et ce qui a été fondamentalement nécessaire au sein de mon stage, c'est que j'ai été encadrée par les trois structures qui m'ont permis de m'apporter à la fois de nombreuses compétences, à la fois en droit rural grâce à Gaïa Société et en droit fiscal agricole. Grâce à la FOP pour toute la connaissance du milieu du monde de l'agriculture urbaine et l'Institut du droit de l'environnement avec le professeur Philippe Billet pour toutes les questions d'urbanisme et de droit de l'environnement. Ces interactions entre les trois structures ont été vraiment très importantes pour qu'on puisse les trois acteurs monter en compétences, développer les réflexions et arriver à vulgariser aujourd'hui ce que je vais vous présenter juste après, des notions de droit qui aujourd'hui posent problème pour les porteurs de projets. J'ai réalisé une enquête juridique auprès d'une quinzaine de porteurs de projets. Cette enquête avait principalement pour objectif de faire remonter toutes les questions que se posaient les porteurs de projets, faire remonter des problématiques de terrain pour après pouvoir les analyser en droit et pouvoir les développer. En termes de répartition, je me suis plus focalisée sur des fermes urbaines participatives et spécialisées. J'ai peu étudié les potagers et les jardins collectifs, même si on a identifié quelques problématiques par rapport à ces types de projets. Et avec ces porteurs de projets, j'ai abordé plusieurs sujets, à la fois le statut juridique de la structure, donc dans quelle type d'entreprise ils se sont installés, est-ce que c'est une entreprise commerciale, est-ce que c'est une entreprise agricole, un statut associatif aussi. J'ai abordé également le statut social, est-ce que les porteurs de projets sont affiliés à la MSA ou au régime général, le statut fiscal, quels sont le modèle fiscal que développent ces structures d'agriculture urbaine, et enfin la question du foncier et de l'urbanisme sur lequel ces porteurs de projets s'installent. Le premier constat, avant d'aller dans le droit et vous parler du droit pur, c'est que ce sont des projets multifonctionnels et des projets qui ont une fonction à la fois productive, sociale et environnementale. Et ces projets qui ne sont pas uniquement agricoles
C'est ce qui pose question aujourd'hui avec le droit, puisqu'on distingue l'activité agricole, l'activité commerciale, et ça contribue à poser des problématiques sur la définition de l'agriculture urbaine en droit, puisque cette multifonctionnalité entraîne de nombreuses questions. Je vais vous expliquer plus précisément, puisque si on regarde l'activité agricole, on a 3 définitions en droit de l'activité agricole. Une définition juridique, une définition fiscale et une définition sociale, qui sont toutes les 3 définies à 3 articles différents des codes. La définition juridique dans le code rural, qui est principalement la maîtrise et l'exploitation d'un cycle biologique à caractère animal ou végétal. Cette définition juridique va avoir conséquence de déterminer le statut juridique de l'entreprise sur laquelle le porteur de projet s'installe. Est-ce que c'est une entreprise commerciale? Est-ce que c'est une entreprise agricole? Ça va avoir aussi pour conséquence de déterminer le bail. Est-ce que le porteur de projet peut bénéficier d'un bail rural? Est-ce que, et ça a aussi une importance pour les aides économiques, c'est-à-dire que si le porteur de projet répond à la définition de l'activité agricole au sens juridique, il aura accès aux aides agricoles telles que la PAC. C'est le même mécanisme pour les définitions fiscales et sociales, où la définition fiscale va définir la fiscalité du projet, la TVA et ainsi les clés d'impôts locaux, et la question au niveau social, ça va déterminer la filiation au régime de sécurité sociale, c'est la MSA ou au régime général. Ces 3 définitions, elles ont chacune un champ d'application qui est différent. Et on le voit très bien sur ce schéma d'Amel Bounasser dans son livre sur la diversification agricole. Elles n'ont pas du tout les mêmes définitions. On voit que la définition sociale est beaucoup plus large que la définition juridique et la définition fiscale. La définition juridique, donc la maîtrise de l'exploitation d'un cycle biologique à caractère animal et végétal, c'est une définition de l'activité agricole au sens large, qui prend en compte aussi des activités de diversification, des activités de prolongement des activités agricoles, donc ce sera des activités de vente, de transformation, mais aussi des activités qui ont pour support l'exploitation. Donc, ce seront toutes les activités qui ont un lien économique avec la ferme. Ça peut prendre en compte des activités d'animation, par exemple, dans le sens où on anime avec des produits issus de la ferme. Ça pourrait rentrer dans dans la définition juridique de l'activité agricole. Ces 3 définitions posent problème, puisqu'on a des projets multifonctionnels avec des activités extrêmement diversifiées. Et aujourd'hui, ces activités très diversifiées, il va falloir les prendre une à une pour savoir si telle ou telle activité entre dans telle ou telle définition de l'activité agricole ou pas, pour pouvoir savoir si le statut agricole s'applique au projet d'agriculture urbaine. Alors, j'ai fait un petit tableau pour simplifier. On va aller prendre un peu un à un. Il y aura des schémas dans le cadre de mon mémoire que j'ai pu rédiger où c'est beaucoup plus précisé. Mais là, pour faire simple, au niveau du statut juridique, pour les fermes urbaines, on voit bien que les définitions de pluriactivité et de diversification agricole, la définition de pluriactivité. Quand on parle de pluriactivité, ce que je n'ai pas précisé jusqu'à maintenant, c'est lorsque le porteur de projet exerce une activité qui n'entre pas dans la définition de l'activité agricole juridique. Donc, dans le cas d'une pluriactivité, ce qui est souvent le cas en agriculture urbaine, le porteur de projet a 2 solutions. Soit il décide de faire une seule structure juridique, et dans ce cas-là,
faisant une structure juridique, il n'a pas tellement de choix. Enfin, il a le choix uniquement de se mettre soit en société commerciale, en association ou en entreprise de l'ESS. Mais il n'a pas la possibilité de se mettre en société agricole, puisque les sociétés agricoles ont pour unique objet l'activité agricole. C'est-à-dire que la société agricole ne peut pas intégrer d'activité commerciale dans son support. Donc, le porteur de projet, lorsqu'il est, il est plus réactif, il peut soit une seule structure être en société commerciale, soit décider de faire un montage juridique et créer 2 structures avec à la fois une société agricole. Là, j'ai mis l'exemple de l'ARL, l'entreprise agricole à responsabilité limitée. Donc, d'un côté, prendre l'activité agricole et la société agricole sera son support. Et de l'autre côté, l'activité commerciale, l'activité d'animation qui n'entre pas dans l'activité agricole sera portée par une autre structure, soit une entreprise commerciale, une association. C'est assez libre et il y a un champ des possibles infini. Une autre possibilité, c'est lorsque les activités restent dans ce qu'on appelle la diversification agricole. Ce qu'on appelle la diversification agricole, je remonte sur ce schéma-là, c'est tout ce qu'il y a dans le cercle vert qui accompagne l'activité de production. Donc, ce que j'ai dit juste à maintenant, ce sont là qui rentrent, les visites à la ferme, des activités qui ont un lien avec la ferme, donc la restauration avec les produits de la ferme, ces activités de prolongement, la vente, la transformation, tout ça, ce sont les activités de diversification. Toutes ces activités-là entrent dans ce qu'on appelle l'activité agricole et sont caractérisées de diversification et pourraient être supportées par une structure agricole. C'est les mêmes mécanismes pour les statuts sociaux et fiscaux. La définition de la pluriactivité et diversification varie selon la définition de l'activité agricole. Pour la question sociale, lorsqu'on est dans un cas de pluriactivité, on a un principe d'affiliation au régime de l'activité plus ancienne qui est réputée l'activité principale. Le porteur de projet, par rapport, si le porteur de projet a une activité commerciale au niveau ancienneté, il peut rester affilié au régime général. Et inversement, c'est le régime de la MSA lorsque c'est une activité agricole. Mais il peut décider d'avoir une activité, enfin, il peut décider de s'affilier à l'activité aussi la plus rémunératrice. C'est une option possible pour lui. Je vais passer rapidement sur le statut fiscal, où le statut fiscal, l'imposition des bénéfices des entreprises est hétérogène selon le type d'activité. Et là, ça apporte une complexité en plus, parce que le porteur de projet va devoir différencier ses activités agricoles, ses activités commerciales et ses activités non commerciales pour savoir à quelle fiscalité sont imposées ces activités. Ce que je peux en conclure de tout ça, c'est qu'on a des activités extrêmement diversifiées qui entraînent une grosse complexité dans l'application des statuts pour les agriculteurs urbains. Là, c'est le schéma que j'ai réalisé en parallèle de celui d'Amel Bounassar, avec les différentes activités que peuvent mener les porteurs de projets. Et ces activités, ces nouvelles activités impliquent une nouvelle interprétation des définitions de l'activité agricole pour ces porteurs de projets, pour pouvoir essayer de les faire rentrer dans ces cases et essayer de leur simplifier l'appréhension de ces statuts-là. Bien qu'il manquerait peut-être une définition de l'activité agricole urbaine pour pouvoir simplifier tout ça, mais aujourd'hui, le principal intérêt de tout ce travail-là, c'est de permettre une vulgarisation de ces activités et de savoir exactement où est-ce que vont chaque activité pour pouvoir simplifier l'installation des porteurs de projets. Un dernier sujet que je vais aborder, et j'aurai fini juste après, c'est la question de la précarité foncière, puisque aujourd'hui, les porteurs de projets, ils font face à une rareté du foncier urbain.
c'est pas rare, enfin, en milieu urbain, le foncier se fait rare, mais aussi des contrats qui sont qui sont souvent précaires, qui sont courts, avec des clauses qui sont inadaptées à l'activité et des loyers élevés. En clause inadaptée à l'activité, on peut demander à un porteur de projet de remettre en état le terrain à l'échéance du bail, à sa charge, à sa propre charge. Donc, s'il avait installé une serre, etc., la destruction de la serre sera à sa charge. Des contrats courts, on a des conventions d'occupation précaire de 2 ans, on a des bails commerciaux. Un bail commercial, c'est un bail de 3, 6, 9 qui n'est pas adapté à l'activité agricole. Or, lorsqu'un porteur de projet exerce une activité agricole, là c'était le cas d'un porteur de projet en zone agricole en périurbain, il avait dû accepter un bail commercial parce qu'il n'avait pas d'autre choix. C'était le seul terrain qu'on lui proposait. Il a dû accepter un bail avec un loyer extrêmement élevé, alors que ça ne correspond pas à l'activité agricole. Ce graphique montre bien que seulement un quart des porteurs de projets que j'ai interrogés étaient dans un bail rural ou un bail emphytéotique, un bail qui était protecteur de son activité. Le bail rural, c'est 9 ans minimum. Il y a un droit au renouvellement, il y a un encadrement des loyers. Et aujourd'hui, la plupart des porteurs de projets se retrouvent en convention d'occupation précaire de moins de 5 ans. Et encore 5 ans, ils sont heureux d'avoir 5 ans. Mais aussi sur d'autres types de contrats, le Comoda qui se fait à titre gratuit. Mais à côté de ça, le propriétaire peut mettre fin au contrat à tout moment. Donc, il y a une énorme précarité. Et ensuite, des baux civils et commerciaux qui, eux, ne sont pas du tout adaptés à l'activité agricole. Pour finir, vulgariser le droit, comme je viens de vous le faire là à l'instant et que je continue à faire dans le cadre du RMT, c'est nécessaire pour pouvoir aider ces porteurs de projets qui se posent des questions aujourd'hui et des questions très concrètes. Mais aujourd'hui, il y a quelques zones grises qui persistent où on ne sait pas où où se positionner au niveau de l'interprétation. Et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui dans les ateliers et c'est ce qu'on va réfléchir ensemble aujourd'hui. Ces zones grises, il s'agit de l'autorisation d'exploiter. Est-ce est-ce que le contrôle des structures s'applique à l'agriculture urbaine en milieu urbain? L'autre sujet, c'est le statut social de l'animateur de jardin. J'en ai pas parlé, mais il y a aussi l'agriculture urbaine, des animateurs de jardin, des salariés qui eux, est-ce qu'ils sont affiliés à la MSA ou pas? Le sujet que j'ai un peu abordé aujourd'hui, le bail rural en zone urbaine, est-ce que le bail rural est possible en zone urbaine? Dans quelles conditions et comment permettre que ces contrats longs puissent protéger les porteurs de projets? Et enfin, le dernier sujet, c'est sur la question du domaine public. Donc, lorsque les collectivités ont du foncier à proposer pour les porteurs de projets, comment ça s'applique et quels sont les risques alors je sais pas, ce sera plus simplement expliqué tout à l'heure en atelier, de transfert de ce domaine public en domaine privé lorsque on a un projet à vocation sociale. Il y a ce risque-là et qui pourrait exclure le bail rural. Voilà, je ne sais pas, vous avez peut-être des questions? Je vous remercie. Merci. Merci Victoire. Est-ce que vous avez une question pour Victoire? Non?